Les Montréalais sont les champions du monde et des environs, donc toute catégorie, de l'adaptation aux conditions chaotiques de vie en milieu urbain. On peut être fier de nous parce que ni les grèves des transports, ni celles des hôpitaux, des postes, des éboueurs, ni les tempêtes de neige, les pannes d'électricité, les pluies torrentielles ne parviennent à entamer notre morale, ni même ne parviennent à menacer notre équilibre psychique, supposément. Amenez-en des tamouls, on est capable de les prendre. Amenez-en par plein bateau des sikhs, on est capable de les absorber, de les transmuter. On est même les champions de l'adaptation devant les campagnes d'information et de désinformation lancées par les congressistes qui ont pris l'habitude de venir en congrès à Montréal. Exemple, rien qu'au mois de juillet, le mois passé, on a eu la visite de 30 000 témoins de Jéhovah, de quoi remplir le stade olympique. Ça fait du monde à la messe. Et ça, c'est rien, mais c'est qu'après ça, il est lâche dans les rues. C'est là que commence la guérilla urbaine. C'est pas des farces, il faut quand même se les farcir. Mais 30 000 visionnaires de la fin du monde qui sont prêts à défoncer poliment à votre porte pour vous annoncer la bonne nouvelle. À propos de bonnes nouvelles, est-ce que vous connaissez celle-ci? Ce sont deux témoins de Jéhovah qui frappent à la porte du domicile de Bernard de Montréal. Et c'est Madame qui ouvre, et les deux témoins de Jéhovah s'annoncent et disent on vient pour la bonne nouvelle. Et Madame qui répond ça tombe bien, mon mari est justement là, il va pouvoir vous la donner. Bernard. Après les témoins de Jéhovah, on a eu droit au congrès des psychiatres. Pas un cadeau, ça non plus. 2300 psychiatres lâchés dans les rues de Montréal. Alors les psychiatres pour qui les visionnaires de toutes sortes ne sont rien d'autre que des névrosés souffrant de complexes de culpabilité et victimes d'hallucinations collectives engendrées par un climat de psychose eschatologique. Bang. Ça c'est pour les visionnaires. Peu de temps après, ce fut le congrès de parapsychologie. Ceux-là ont été aussi virulents que les précédents, mais bien que moins nombreux. En fait, il n'y était que deux. Parapsychologie au Canada, c'est une science nouvelle. Mais ils auraient déclaré que les psychiatres, eux, étaient dans les patates parce qu'ils ignoraient tout des entités du plan astral. Ils ignoraient que les entités du plan astral, en fait, étaient les prédateurs du genre humain. Franchement, il n'y a pas besoin d'être Arnold Schwarzenegger pour le savoir, ça. Il suffit de vivre à Montréal, où la fierté a une ville et l'intelligence a un nom, Bernard de Montréal. Bonjour. Bernard, vous devez être impatient de parler. Ça doit faire 3 semaines qu'on ne vous a pas entendu. Bernard, avez-vous lu ou entendu la nouvelle suivante? En Roumanie, cette semaine, une jeune femme a été assommée par un coup de foudre. En fait, elle a pris la foudre de plein fouet. Et peu de temps après, elle a été hospitalisée. Et quand elle est revenue à elle, elle n'était plus dans un état supposément normal. Elle avait la faculté de voir dans l'invisible.
à un tel point qu'elle pouvait même dire aux journalistes qui l'interviewaient ce qu'ils avaient fait la veille, etc., individuellement, chacun des journalistes qui étaient présents dans la salle. Vous-même, vous avez la faculté de voir dans l'invisible. Il se demande c'est quoi l'anguille sous roche. Il n'y a pas d'anguille sous roche. Je voudrais juste savoir si j'étais parapsychologue, je trouverais, pour commencer, que vous seriez un cas d'étude très intéressant. Je voudrais vous demander si vous-même vous avez fait, si vous êtes prêté à des études de laboratoire telles que Peter Urkos, Alex Tanous, Uri Geller, etc. Est-ce que des parapsychologues vous ont approché pour vous étudier, pour vous mettre des petits fils ici, puis brancher là, etc. Pour voir comment ça fonctionnait là-dedans? Non. Le feriez-vous si vous approchez? Non. Pourquoi? Ça m'intéresse pas. Mais oui. Évidemment, c'est eux que ça intéresse. C'est vous qui les intéressez. Est-ce qu'il est plausible, d'après vous, qu'une personne se voit du jour au lendemain douée de facultés supranormales, paranormales, à la suite d'une décharge électrique très forte telle que la foudre et cette jeune personne? Oui, c'est... Est-ce que c'est ce que vous avez vécu dans le phénomène que vous appelez la fusion? Je vous parle comme un parapsychologue, pas un vrai, parce que je suis pas un scientifique formé sur le tas. Est-ce qu'on parle du type là en Roumanie là? On parle on va essayer de comprendre à travers ce cas le vôtre en même temps. En fait, un parapsychologue, d'après vous, c'est quoi? Est-ce que ce n'est pas un scientifique qui tente de démystifier le mystère, qui cherche à rationaliser l'irrationnel? Oui, un parapsychologue, c'est un homme qui essaie en utilisant une méthodologie scientifique, de comprendre ce qui est paranormal. Est-ce que cette volonté-là de saisir l'irrationnel et de l'expliquer, est-ce que c'est louable pour vous? Oui, c'est louable, oui. Mais ça dépend toujours du parapsychologue. Un parapsychologue, par exemple, qui, si on parle de l'invisible, on parle ça va loin, l'invisible. Il y a l'invisible de l'homme, il y a l'invisible du cosmos. En général, les parapsychologues s'intéressent beaucoup plus aux aspects phénoménaux du paranormal. C'est ça. Mais l'invisible, ça va beaucoup plus loin que ça. Autrement dit, il y a des choses, il y a des dimensions de l'invisible qui se mesurent selon une méthodologie. Se mesurent dans ce sens que ces choses, ces phénomènes peuvent être observés puis enregistrés sur des machines, des outils. D'un autre côté, il y a des dimensions de l'invisible qui ne font pas partie de la mécanicité de la science. Donc, pour moi, un bon parapsychologue, c'est un homme qui devrait utiliser la méthodologie scientifique pour observer, mesurer le phénomène dans les limites où il est mesurable, mais qui aussi serait doué d'une sensibilité mentale, interne, créative, intuitive, puissante, qui lui permettrait de considérer la parapsychologie comme une science embryonnaire en évolution, qui un jour pourra probablement en arriver à des développements qui aujourd'hui, à cause des limites de la méthodologie, lui sont fermés, sont limités. Un parapsychologue, pour être réellement bon, devrait être ésotérique dans le mental. Autrement dit, il devrait utiliser la méthodologie cartésienne de la science et il devrait aussi être capable d'utiliser son mental créatif pour aller plus loin dans la compréhension mentale, dans la recherche mentale de la phénoménologie, et ensuite revenir à ces outils pour essayer de déterminer des paramètres fixes, solubles à ces questions. Mais un parapsychologue qui voudrait faire de la parapsychologie une science solide, fixe, comme par exemple la psychologie a voulu faire d'elle-même une science solide et fixe, comme la physique, à ce moment-là, il perdra son temps à long terme, parce que la psychologie, ça fait partie du domaine de l'esprit. Il n'y a pas simplement les variantes physico-chimiques de l'homme. Il y a les aspects purement psychiques de l'homme qui se fondent avec ces variantes physico-chimiques et produisent un matériel.
En parapsychologie, c'est la même chose. Il y a des domaines de l'homme, des domaines de l'invisible, des plans. Si on parle simplement des plans, on ne parlera pas des mondes, on parle simplement des plans. L'action des plans, l'activité des plans à travers le matériel, en utilisant par exemple le corps éthérique de l'homme, ce qui crée par exemple le phénomène du poltergeist, ainsi de suite. Ces plans-là sont des plans d'énergie, ce sont des plans d'intelligence, ce sont des êtres, ce sont des incarnés qui habitent ces mondes parallèles-là. Et la psychologie ou la parapsychologie, pour comprendre, par exemple, l'aliénation mentale, doit pouvoir communiquer télépathiquement avec ces plans, connaître les lois de ces plans, savoir pourquoi, comment, pour quelles raisons des entités dans des plans parallèles, des plans astraux, peuvent entrer en communication mentale inconsciente chez l'homme, pour l'individu, et manipuler et en arriver même à la possession de l'individu. Et tant que la psychologie ou la parapsychologie en viendra pas à pouvoir se débarrasser de ce que j'appelle son orgueil scientifique, pour réellement ouvrir les yeux sur le vaste panorama des possibilités mentales et créatives du cerveau humain, ces sciences demeureront des sciences limitées dans ce sens qu'il y aura toujours des dimensions de ces sciences qui ne seront pas susceptibles d'être parfaitement expliquées et résolues dans leurs problématiques par ces scientifiques-là. Mais vous-même, vous êtes en contact avec des parapsychologues dans le monde. Est-ce que vous leur donnez cette information-là ou est-ce que vous les formez à cette sensibilité? Quand je rencontre des gens, je peux parler de ceci, mais de là à appliquer ceci dans le monde, dans la vie, dans le travail, il faut que ces gens eux-mêmes en arrivent à une conscience de ceci. On ne peut pas parler de la phénoménologie des plans à travers la conscience humaine sans soi-même avoir vécu une transmutation interne pour pouvoir facilement dialoguer, pour pouvoir facilement communiquer avec ces plans et ne pas être absorbé par ces plans, parce que les intelligences, les entités, les désincarnés sur les plans astraux sont extrêmement intelligentes. Elles ne sont pas intelligentes dans le sens qu'elles sont intelligentes créativement, mais elles sont intelligentes dans le sens destructif, dans le sens retardataire, dans le sens qu'elles jouent toujours le jeu de la domination sur l'homme. Ça fait partie de l'évolution d'ailleurs. Et tant que l'homme est inconscient, tant qu'il n'a pas conscience des lois mentales, des lois de l'esprit, des lois de l'astral, des lois de ses manipulations, des lois du mensonge cosmique, l'homme devient extrêmement impuissant à comprendre la nature profonde des liens entre l'invisible et la vie mentale. Donc, il est automatiquement obligé de vivre sur les activités subconscientes de l'ego, inconscientes de l'ego, et ça, c'est pas une vie. L'homme devrait avoir une vie parfaitement conscientisée. Et l'homme, la nouvelle évolution, ce sera ceci. Mais il faut qu'il y ait une science donnée à l'homme pour ceci. Et cette science, ce n'est pas une science qui peut être absorbée philosophiquement, c'est une science qui demande une transmutation de l'être. Tous les hommes dans l'avenir qui viendront en contact avec un niveau ou autre de cette science puissante qui vient dans le monde à la fin du siècle, à la fin du cycle, ces gens seront obligés de remettre tout en question concernant la nature de l'ego, la valeur de l'ego, la nature du libre arbitre, la relation mentale, psychomentale entre le plan astral et le plan égoïque mental inférieur, ainsi de suite. Donc, il naîtra de cette transmutation, de cette réévaluation, une nouvelle psychologie que, pour le moment, j'appelle une psychologie supramentale, c'est-à-dire une psychologie qui n'est pas délimitée par les conventions psychologiques de l'ego, mais qui est amplifiée par la puissance créative de l'homme en relation avec son double, avec sa source, qui, elle, peut voir facilement dans ses plans les dénouer et en expliquer la consonance, la dissonance, ainsi de suite. Pourquoi est-il permis que l'irrationnel fasse irruption dans notre plan, dans notre réalité à nous? C'est une très intéressante question, ça. L'irrationnel fait irruption dans notre vie parce que nous sommes des êtres qui n'avons pas absorbé la totalité de notre énergie et nous ne sommes pas capables à cause des conditions évolutives. C'est-à-dire que l'homme, pendant l'évolution, qu'il soit d'une race ou d'une nation ou d'une culture ou d'une mémoire, l'homme a toujours vécu selon des règles. Et ces règles sont devenues de plus en plus complexes au cours de l'évolution et aujourd'hui, nous sommes encadrés, embriqués dans ces règles.
Et ces règles, surtout lorsqu'elles sont du domaine de l'ego, lorsqu'elles sont du domaine de la mémoire, lorsqu'elles sont du domaine de la pensée, des valeurs, du bien et du mal, ainsi de suite. Ces règles sont utilisées par les forces dites irrationnelles pour créer dans l'homme une polarité. Si l'homme était libre de la polarité, autrement dit, si l'homme était réellement dans son intelligence, dans son plan mental, il pourrait se dissocier de la polarité que créent ces énergies lorsqu'elles passent à travers sa mémoire, et l'homme ne connaîtrait pas l'irrationnel. L'irrationnel, dans le fond, ça n'existe pas. L'homme a l'impression que ça existe parce que lorsqu'il vit le contact à un niveau ou à un autre, ou selon son expérience, avec des plans de vie qui sont extrêmement puissants puisqu'ils font partie du développement de l'ego, l'homme, à ce moment-là, subit un craquement dans son ciment. Et lorsqu'il vit un craquement dans son ciment égoïque, c'est-à-dire dans ses connaissances, dans sa stabilité égoïque, à ce moment-là, ce qui vient et qui fait craquer ce matériel, il le considère comme irrationnel. Mais un homme occulte, un homme qui est mental, un homme qui est conscient, un homme qui est intégré dans ses énergies, ne vit pas l'irrationnel, il ne connaît pas l'irrationnel, même s'il traite avec des forces qui sont totalement occultes, il n'est pas irrationnel. Moi, je ne suis pas un homme irrationnel et je ne connais pas l'irrationnel. Mais je connais les lois de l'énergie qui créent dans l'homme, à cause de la polarité de son conscient, ou de son inconscient, ou de son conscient mécanique, si vous voulez, cette irrationalité qui mène éventuellement à l'aliénation mentale, la folie, ainsi de suite. Il n'y a pas que des aspects négatifs dans ces phénomènes. Il y a aussi un aspect positif, par exemple dans le cas de prodiges tels que des guérisons spontanées ou des miracles, ce qu'on appelle habituellement des miracles. Oui, mais les aspects, vous dites qu'il n'y a pas d'irrationnel ou il n'y a pas de négatif. Tout ce qui fascine l'homme est négatif. Parce que tout ce qui fascine l'homme assujettit son ego, son mental, à des lois de l'énergie, à des phénomènes d'énergie que lui ne comprend pas parfaitement, donc qui ont tendance à le fasciner. Et lorsque l'homme est fasciné, surtout dans ces domaines, il perd son identité. Donc, il perd son pouvoir mental, il perd sa capacité créative, il devient assujetti. Et s'il se rapproche trop de l'intérêt que suscite cette phénoménologie, parce qu'il est sensible, parce qu'il est intuitif, ainsi de suite, il peut facilement en arriver éventuellement à vivre une ouverture de ses centres psychiques qui le rendront irrationnel. Autrement dit, ce ne sont pas les phénomènes eux-mêmes qui sont dangereux dans le monde. C'est l'attitude de l'homme face à ces phénomènes-là. Que l'homme soit guéri instantanément à cause de l'intervention de forces astrales sur le plan matériel, à travers les corps subtils, c'est normal, ça a toujours existé, ça existera demain. Mais que l'homme soit assujetti et fasciné par ce phénomène, ça c'est dangereux parce que à ce moment-là, s'il est moindrement sensible, il va chercher à comprendre, il va aller plus loin, il va passer des sciences mécaniques évolutives aux sciences occultes de l'évolution, et là, il peut perdre accès à sa réalité, il peut s'intoxiquer, si vous voulez, ça devient une drogue. Et l'invisible ne doit pas être une drogue. D'ailleurs, il y a certainement des gens dans la salle ici qui ont lu des livres pendant des années et qui ont remarqué que quand on commence à lire des livres et à s'intéresser à ces choses qui ne sont pas en général acceptées, pas nécessairement reniées, mais acceptées par le scientific establishment, on s'aperçoit qu'il y a une transformation subtile qui se passe chez soi. On commence à se spiritualiser, on commence à perdre l'intérêt dans nos jobs, on commence à perdre l'intérêt dans nos familles, on commence à perdre l'intérêt dans nos enfants, de nos femmes, de nos maris. Il y a un processus d'astralisation. Et si on va encore plus loin, il y a une coupure entre la conscience sociale et l'individu, on commence à perdre contenance. Et s'il y a un débalancement très actif, très prononcé du corps astral, on peut même aller à vivre des communications avec l'astral, on devient médiumnique, et ça continue. Et ces plans deviennent de plus en plus présents, de plus en plus actifs, de plus en plus puissants, et l'homme perd, sans s'en rendre compte, son identité. Et ce qui est le plus dangereux pour l'homme, c'est que l'homme ne peut pas voir quand il est englobé. C'est très difficile pour l'ego de voir quand il est englobé. C'est au cours de l'expérience de l'englobement où il vivra de la souffrance qui lui est imposée à cause de sa sensibilité qu'il pourra éventuellement fracasser
cet englobement, s'il a de la volonté, s'il a de la force, s'il a un modicum d'intelligence. Mais s'il est assujetti à une forme de spiritualité occulte, astrale, il va perdre les pédales et éventuellement ses forces vont entrer en lui et ses forces se rendues à un certain moment, lorsqu'elles peuvent communiquer sur le plan mental avec lui, elles peuvent lui faire faire n'importe quoi. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve dans les annales de la psychologie ou de la psychiatrie. Les psychiatres vont vous le dire, que souvent leurs malades entendent des voix qui leur ont dit de faire telle chose, des voix qui leur ont dit, et on est rendu à la fin du 20e siècle où ce phénomène deviendra de plus en plus évident et la psychiatrie, les psychologues verront que de plus en plus d'individus, parce qu'il y a la drogue maintenant qui entre en jeu, il y a toutes sortes de facteurs, il y a la musique très forte qui ouvre les centres psychiques de l'homme, il y a toutes sortes de forces dans le monde. Et éventuellement, les psychologues, les psychiatres verront qu'il y a de plus en plus de relations entre la communication interne, astrale, même s'ils n'appellent pas cette communication comme ceci, ils parleront de voix, ils parleront d'hallucinations, et ces forces qui sont réelles, mais astrales, autrement dit, elles font partie des plans de vie sur une autre échelle de lumière. Ces forces, éventuellement, prennent le contrôle de l'individu. Et s'il n'y a pas de science dans le monde, et si la psychiatrie, la psychologie, éventuellement, n'en arrive pas à se greffer à une autre dimension d'un certain savoir profond de l'homme, à ce moment-là, les psychologues, les psychiatres seront obligés de revenir constamment à l'utilisation des ingrédients chimiques, qui est utile temporairement, mais ils ne pourront jamais revaloriser l'homme, ramener l'homme à sa conscience et lui redonner cet équilibre créatif et mental dont il a besoin pour bien fonctionner dans une société. Donc, nous verrons de plus en plus des hôpitaux grandir et nous aurons une surpopulation de cas d'aliénation mentale et de possession. Nous devons, excusez si je vous coupe là, nous ne devons pas avoir peur des mots. Je conçois qu'au cours de l'évolution, il y a eu beaucoup de superstitions, il y a eu beaucoup d'emballements avec des idées qui n'étaient pas réellement vérifiées sur le plan scientifique, mais qui étaient perçues depuis très longtemps par l'humanité. Et l'humanité, c'est une grande banque d'expériences. On dit souvent, derrière la légende, il y a un fait, derrière telle chose, il y a un fait. Et c'est là que les parapsychologues peuvent entrer en jeu pour étudier les dessous de ces légendes, les dessous de ces candidatons ou de ces superstitions. Et si ces psychologues, ces parapsychologues sont suffisamment avertis et qu'ils vont plus loin dans la définition de la relation entre le visible et l'immatériel, ils découvriront des principes de psychologie extrêmement avancés qui pourront finalement être utilisés comme des clés d'évolution pour les individus qui, de plus en plus dans le monde, sont affectés par un contact astral qui devient souvent un contact médiumnique, qui se manifeste très souvent par une manifestation d'hallucination, ainsi de suite. Nous devons comprendre tout et nous ne pouvons pas nous permettre, en tant que scientifiques, de dire « Ah, mais une hallucination, ce n'est pas réel. » Une hallucination, c'est réel. Demander à quelqu'un qui vit une hallucination, c'est réel. Seulement, ça ne fait pas partie du monde de la matière. Donc, cette hallucination qui existe, qui est réelle chez l'individu, elle doit être neutralisée, mais elle ne peut être neutralisée de façon créative que par une science qui comprend réellement la phénoménologie de ceci. La communication médiumnique, c'est la même chose. Que les gens soient médiums, qu'ils aient contact avec les hauts plans de l'astro, ce qui se produit chez les médiums, ça fait partie de leur expérience karmique et spirituelle. Ces gens-là font un certain travail, et ce travail, en général, il est bien fait, et ces gens-là ne souffrent pas trop de leur médiumnité. Mais il y a des gens qui souffrent beaucoup de leur médiumnité. Les médiumnités ne sont pas tous dans le monde connu. Beaucoup d'hommes sont médiums, beaucoup d'hommes vivent leur médiumnité seuls, et beaucoup d'hommes, par exemple, comme cette personne qui vient de subir le choc de l'éclair, là, en Roumanie, ou d'autres personnes qui tombent de l'échelle, ils tombent sur la tête, qui deviennent médiums. Ted Serio, c'est un exemple. Il a tombé sur la tête, il est devenu médium. Moi, je connais beaucoup de gens qui sont tombés sur la tête, ils sont devenus médiums. Et ça, c'est une façon de vivre un choc psychique. Et un choc psychique, les psychiatres le diront, ça crée un changement profond dans l'homme, ainsi de suite. Mais il faut comprendre l'ouverture que ce choc va créer avec le plan astral, qui est un plan qui est habité par des intelligences incorporées, décorporalisées. Et il est là le danger moderne de l'homme face à l'invisible. Lorsque nous aurons suffisamment de science créative venant de l'homme, jamais de l'invisible astral, mais venant de l'homme dans sa fusion mentale, à ce moment-là, nous comprendrons parfaitement l'activité, les lois, la manipulation de ces mondes. Nous pourrons même parler avec ces entités dans le monde de la mort.
pour retarder, ou arrêter ou neutraliser leur contact avec telle ou telle personne. Et il y aura une nouvelle façon de traiter de la maladie mentale. Mais ceci fait partie de l'évolution de la science psychologique du 21e siècle. Nous commençons simplement à travailler dans ce domaine aujourd'hui. Regardez ce qui se passe à Medjugorje en Yougoslavie, où une forme Ça, c'est un phénomène de extraterrestre. vierge qui apparaît à 3 personnes. Et aujourd'hui, les parapsychologues sont à C'est côté le même phénomène que Fatima. et s'aperçoivent qu'ils sont totalement en transe. Ils Ah oui. peuvent les piquer, les pincer, ils ne Effectivement, ressentent c'est plus normal. rien. Oui, parce que Et vous dites que c'est un phénomène extraterrestre. oui, les étrangers qui viennent là, je ne veux pas m'étendre trop longtemps sur ce sujet, mais Fatima, on a parlé du soleil qui tournait, là on parle du soleil qui tournait. Nous vivons, sur la Terre, nous connaissons une science mécaniste, matérielle, solide. Les étrangers, les êtres qui évoluent dans d'autres parties du monde, de l'univers local, ont de grandes générations de science et d'avancements scientifiques sur l'homme. Et nous n'avons pas besoin d'aller très loin dans le domaine pour voir, pour réaliser qu'il y a 100 ans, si nous avions parlé de notre science, de notre high-tech d'aujourd'hui, nous n'aurions pas cru. Retourner au temps de Edison et regarder ce que l'on fait aujourd'hui, et l'homme aurait eu de la difficulté à percevoir ce que la science aujourd'hui a produit dans 100 ans. Donc, imaginez-vous ce qu'une civilisation peut faire lorsqu'elle a 45, 50 000, 75 000 années en avance sur soi-même. Bon. Donc, ces civilisations possèdent ce que j'appelle des technologies matérielles, c'est-à-dire que ce sont des civilisations qui utilisent le pouvoir de la lumière à partir de leur mental, de l'esprit. Comme l'esprit, c'est la fonction psychique primordiale dans le cosmos, à tous les niveaux. L'esprit a le pouvoir de modifier la lumière, il a le pouvoir de modifier la consonance et la résonance de l'atome, il a le pouvoir de transmuter l'atome. Donc, l'esprit de ces hommes, en fusion, a le pouvoir de donner à la matière la volonté qui leur est nécessaire sur le plan de la transformation. Donc, ces êtres-là ont construit des technologies immatérielles et lorsqu'ils voyagent de leur planète à notre planète, ils ne passent pas par l'espace, ils passent sur une autre dimension de temps et ils se matérialisent ici. Donc, ils viennent un peu partout sur notre planète et dans le cas de... Medjugorje, oui, dans ce cas, ils se matérialisent, mais sur un plan éthérique qui, pour les hommes, est invisible. Mais ils sont capables d'utiliser le corps astral de certains individus dans cette petite ville. Donc, ils utilisent le corps astral et le corps astral est capable de voir ce que eux projettent. Et qu'est-ce que c'est dans le monde occidental qui représente la plus haute forme de spiritualité et la domination spirituelle la plus universelle, c'est la Vierge. mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'ils projettent donc cette forme devant les gens du peuple avec toujours des messages accompagnés de paix, etc., ou d'avertissement face aux dangers nucléaires. Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas devant le président russe ou devant le président américain? Ce sont eux qui ont les décisions, c'est pas le monde. Okay. Si vous voulez comprendre la psychologie des races dans l'univers local, vous devez comprendre que ces races-là ont fait l'étude de l'homme, ont une compréhension de l'homme à un très haut niveau, et ces races, ces intelligences, savent que l'homme ne peut pas vivre contact avec elle avant un certain temps. Et que l'humanité aujourd'hui vit sur le plan psychique de l'émotion. Donc, l'humanité aujourd'hui a besoin d'un support moral. Et comme les puissances nucléaires sont dans le monde occidental, les puissances nucléaires représentent pour l'humanité un grand danger, et ces intelligences qui viennent ici en relation avec des expériences ou des individus qui vivent une expérience directe avec eux, ils sont obligés d'utiliser une symbologie chrétienne pour donner à l'humanité une certaine conscience du danger et des fins de cycle. Ils ne peuvent pas venir d'une façon officielle et sur la planète parce que ceci créerait un désarroi extraordinaire, une confusion totale, un choc psychique à l'échelle de la planète. Ils ne peuvent pas faire ça, ils ne peuvent pas retarder l'évolution normale de la race. Le contact avec ces étrangers se fera dans quelques années sur une base officielle, mais ils seront obligés de de faire ce contact à travers une régence. C'est-à-dire qu'ils seront obligés de faire le contact à l'échelle officielle en
avec des êtres qui font partie de la planète Terre, qui sont des hommes, mais qui ont accès à l'invisible et qui ont accès à l'éthérique comme eux. Donc, ils pourront se rencontrer sur un plan parfaitement occulte et là discuter de ce que l'humanité a de besoin. Mais ils ont besoin d'avoir un contact occulte, cosmique sur la planète pour faire ceci. Et ceci ne se fera pas tant que la régence planétaire ne sera pas établie parce que lorsqu'une planète passe de l'involution à l'évolution, lorsqu'une planète passe de la gestion astrale de son psychisme à la gestion créative de son mental, ce qui fait partie de l'évolution de l'humanité, même si c'est à une petite échelle. Les conventions galactiques, les conventions gouvernementales, les conventions de la science du gouvernement dans les autres mondes demandent que un représentant ou des êtres faisant partie de ces alliances viennent sur la planète pour établir le contact avec eux afin de promouvoir entre eux et la planète en évolution les bases nécessaires, les besoins nécessaires à une fixation dans le temps planétaire. Ces êtres-là, pour qu'ils se fixent dans le temps planétaire, autrement dit, pour qu'ils puissent venir sur la planète comme ils veulent, quand ils veulent, se manifester, travailler avec les hommes, il faut que le temps planétaire soit fixé. Et pour que le temps planétaire soit fixé, il faut que des hommes, des initiés de la Terre, créent un nouveau tunnel dans le temps. Donc, à la fin du cycle, il y aura des êtres sur cette planète qui ouvriront un nouveau tunnel dans le temps, et c'est dans ce tunnel que se rencontreront ces hommes, et ensuite, ces êtres-là auront le droit de venir sur la Terre de façon officielle et de travailler avec les hommes. S'ils le faisaient avant, ce serait une ingérence contre l'évolution de l'humanité, et ils seraient obligés de payer un prix très grand pour leur attaque sur le psychisme humain. Et ceci ne se fait pas dans le cosmos. Dans le cosmos, il y a un ordre. Les guerres n'existent pas. Il y a un ordre, mais cet ordre est sous-tendu par une intelligence universelle, c'est-à-dire par une hiérarchie d'êtres extrêmement avancés qui sont soit sur les plans matériaux de ces planètes, soit sur les plans éthériques de ces planètes, ou soit totalement en dehors du temps et de l'espace de ces planètes. Donc, il y a dans le cosmos un système d'intelligence créative qui ordonne toute l'évolution de l'univers. Et ce sont ces êtres-là qui ont la responsabilité de déléguer les fonctions créatives de ces races supérieures en relation avec les autres planètes en évolution, telles que la planète Terre. Et ces êtres ne peuvent pas venir ici officiellement avant qu'il y ait une régence établie sur la planète. Lorsque la régence sera établie sur la planète, la régence sera une régence en fusion, donc il y aura contact direct sur le plan mental entre cette régence et les intelligences qui sont décorporalisées, qui n'ont jamais eu d'expérience planétaire, qui sont en dehors du temps et de l'espace. Des êtres qui sont réellement des archétypes absolus, et ce sont ces êtres-là, en relation avec cette régence, qui établiront les règles du jeu de la prochaine évolution, et qui permettront que des hommes sur la Terre travaillent avec des intelligences venant d'autres planètes pour aider aux nations, aux cultures et aux races évolutives à évoluer pendant les quelques prochaines centaines d'années, pour en arriver éventuellement à une transmutation intégrale de la conscience humaine, pour en arriver éventuellement à ce que l'homme découvre les lois de son esprit, découvre les lois de sa conscience, se libère complètement du pouvoir de l'astral sur sa conscience, se libère de la mémoire et entre en communion d'esprit avec l'énergie. Ça, c'est un peu portrait. Mais est-ce que des hommes comme David Copperfield ne seraient pas en relation avec ce phénomène extraterrestre? D'où viennent ces prodiges exercés par cet homme? Des hommes comme Copperfield sont des hommes qui préparent les masses. Les masses doivent être préparées lentement, 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 lentement. Ce sont des hommes qui sont obligés de mélanger un peu de leur technique avec un peu de leur pouvoir. Et ces hommes sont forcés, sont liés par des pactes. Ils sont liés par des pactes, et tant qu'ils respectent les pactes, ils sont capables de travailler et d'utiliser les facultés qui leur sont données. Et tout ceci fait partie de la préparation lente et graduelle de l'humanité. Tout ce qui fait partie de l'évolution de l'humanité se fait et se fera graduellement, mais deviendra de plus en plus exponentiel dans sa rapidité au fur et à mesure que la régence planétaire se fixera sur la planète. Lorsque la régence planétaire sera fixée, à ce moment-là, nous entrerons dans une période où non seulement la science, mais aussi la connaissance en général à tous les niveaux philosophiques, psychologiques de l'humanité sera extrêmement avancée dans son mouvement. Il y aura des hommes qui seront dotés de facultés psychiques extraordinaires, et ce sera de plus en plus normal. Donc, nous entrerons dans un cycle
où nous réaliserons finalement ce que nous avons toujours su en tant qu'hommes, intuitivement, même si en tant que scientifiques, nous n'avons pas voulu l'admettre. Nous aurons la capacité d'établir finalement que l'homme a un droit d'aimer. C'est-à-dire que l'homme est un être créateur, il fait partie de la création, il fait partie des actes de création, dans la mesure où il est capable de travailler et de convertir l'énergie cosmique, mentale, à travers son cerveau. Et ceci, il le fera dans la mesure où il aura une science qui sera suffisamment objective, créative, pour amener l'ego à aller plus loin dans la définition de sa réalité. Mais ceci fait partie de l'évolution, ce n'est pas quelque chose qui se fera d'un jour à l'autre. Il y a des hommes dans le monde, dans différents pays, qui ont la vibration, qui sont suffisamment évolués pour la prendre, cette énergie. Et ce sont ces hommes qui éventuellement en arriveront à une fusion de plus en plus avancée et qui éventuellement travailleront ensemble, et ainsi de suite. Et ceci qui fait partie de l'évolution de l'humanité. Tout est occulte dans la vie. Mais le mot occulte ne sert à rien parce que l'homme, lorsqu'il utilise le terme occulte, il utilise un terme qui a été diminué dans sa réalité au cours de l'évolution. Au cours de l'évolution, l'homme n'avait pas le mental. La fusion n'était pas établie sur la planète, donc il n'y avait pas de contact entre le lien universel et l'homme. Donc l'homme était obligé de travailler soit sur le plan intuitif, sur le plan philosophique, ou sur le plan occulte, ou sur le plan astral, ou sur le plan médiumnique. Mais tant que l'homme travaille avec les forces astrales, à quelque niveau que ce soit sur les bas plans ou les hauts plans, il est sujet, il est régi par les lois de la domination. Et c'est ça que les médiums n'ont pas encore compris et qu'ils seront obligés éventuellement de comprendre. Steiner l'a réalisé, ça. Steiner, quand il faisait ses grandes expertises dans l'astral, il disait, il faut que je me retire de ces expériences parce que il y a toujours des voix. Donc il s'est retiré pendant des années. Et l'homme, un jour, doit vivre sa vie mentale sans voile. Mais pour que l'homme ne vive pas de voile dans sa vie mentale, il faut qu'il soit désastralisé. Et la déastralisation de l'homme, c'est l'aspect le plus pénible de sa conscience. Lorsque le mental humain sera déastralisé, l'homme ne vivra plus au niveau du mental inférieur. Autrement dit, il ne vivra plus au niveau de la mémoire subjective de l'ego. Il vivra au niveau de la force créative, de la relation entre le double et lui. Et le double, c'est sa partie cosmique. Et lui, l'ego, c'est le canal, c'est la lentille sur le plan matériel. Donc, l'ego s'ajustera à cette complicité, à cette relation universelle, et éventuellement, ça fera partie normale de sa nature. Les corps s'ajusteront, le corps mental s'ajustera, le corps astral s'ajustera, le corps physique, le corps éthérique. L'homme connaîtra finalement l'alignement de ses centres, et ce sera le surhomme, autrement dit l'homme qui n'est plus limité par les aspects astrologiques de l'évolution, mais qui fait partie de la domination nouvelle de sa créativité mentale supérieure en fusion consciente. L'homme sera totalement identique à lui-même, il sera totalement dans son identité, il travaillera sur des plans différents, il n'y aura plus pour lui à chercher, il n'y aura plus pour lui à comprendre, il saura. La connaissance évolutive ne lui servira plus, il sera totalement créatif, et l'ego, au lieu de vivre par rapport à la mémoire, par rapport à la connaissance de l'évolution, l'ego sera un canal à travers lequel cette énergie créative deviendra intelligence, dans la mesure où elle pourra passer sans heurts et sans obstacles par son cerveau qui ne sera plus limité par l'activité subjective et négative de l'émotion évolutive. C'est la qualité de l'émotion mentale, de l'émotion dans le mental qui retarde l'évolution de l'homme. Dans le cas des phénomènes tels que ceux provoqués par Uri Geller, donc l'arrêt des aiguilles d'une montre ou le tordage des cuillères, dans les cas de miracles où il y a participation aussi de l'intéressé au niveau de sa foi, et dans bien d'autres phénomènes comme les déplacements d'objets à distance qui ont été prouvés en laboratoire avec les Russes, etc. Là, ce que j'aimerais que vous m'expliquiez, c'est quelle est la participation de la foi, c'est quoi la foi, ou qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Bon, qu'est-ce que ça veut dire la foi, psychiquement? Pas psychologiquement, mais psychiquement. La foi, ça veut dire, tu peux faire avec moi ce que tu veux. Donc, un homme qui a de la foi, il est automatiquement dans la merde. Parce que tu peux faire avec moi ce que tu veux. Donc, les forces astrales font avec l'homme ce qu'elles veulent. Il ne s'agit pas
que la foi existe sur le plan matériel pendant l'évolution, c'est bon parce que ça donne à l'homme un support moral alors qu'il est encore dans une conscience évolutive qui réfléchit sur l'impuissance humaine, ainsi de suite, et la puissance des dieux. Mais lorsque l'homme passera le cap de l'évolution et qu'il entrera dans sa conscience intégrale, à ce moment-là, l'homme n'aura plus de foi, mais il sera foi. Avoir de la foi, c'est être assujetti à quelque chose de plus grand que soi. Être foi soi-même, autrement dit, être réel, être intégral, c'est utiliser cette énergie, mais sous le contrôle de la volonté créative, non égoïque et non égocentrique de l'homme. C'est là que l'homme s'en va. Donc, il ne s'agit pas pour l'homme d'avoir de la foi et de se faire vider dans ses centres toutes sortes d'énergie pour vivre un certain karma. Il y a des gens dans le monde qui vivent des expériences au niveau de la guérison, au niveau de ceci, au niveau de ça. Pourquoi? Parce qu'ils vivent un karma. Il y a combien de guérisseurs qui se vident? Il y a combien de médiums qui se vident? Il y a combien de gens qui en aidant les gens psychiquement, se vident? Ils ont des vies absolument mornes, absolument ternes, très petites, totalement spiritualisées, totalement dans la foi. L'homme est un être créateur. Il n'y a pas au-dessus de lui de domination. Il ne doit pas y en avoir. Et l'homme nouveau n'en aura pas. Mais pour ceci, il faudra qu'il place les dieux à la bonne place. Et les dieux de l'homme, ce sont des dieux astraux. Ce sont des dieux qui font partie du monde de la mort, qui font partie des hauts plans astro-psychiques, spirituels de l'astral. Et un homme qui va dans ces mondes et qui voit l'organisation de ces mondes et qui revient dans son corps matériel le matin, il veut vomir s'il est conscient. S'il n'est pas conscient, mais il s'endort. On nous a rabattu les oreilles avec des cas de lévitation, supposément, mais ça n'a jamais été prouvé. Il n'y a jamais personne qui, en laboratoire, a réussi à léviter. Est-ce que pour vous, ça a un fondement réel, ça, le phénomène de lévitation? Oui. Écoutez, il y a combien de scientifiques dans le monde qui travaillent dans les grosses boîtes, qui ont un esprit objectif? Combien? Qu'un esprit objectif? Oui. Mais ça devrait être la plupart des scientifiques. Ah, voilà. Ils sont supposés, ils sont censés. Bon. Oui. Si les scientifiques avaient un esprit objectif et ouvert, et qu'ils entendaient parler de phénomènes en Roumanie, de phénomènes là, hein, ils iraient et ils feraient des expériences. Ces expériences seraient publiées. Mais ce n'est pas bon pour un scientifique de taponner trop avec des choses avec lesquelles on ne taponne pas. Ce n'est pas bon. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'université aux États-Unis, j'avais un prof très intelligent. Un prof qui était réellement un peu le mentor je ne veux pas parler du domaine dans lequel j'étais, mais un prof qui était le mentor des autres profs dans ce domaine. On le respectait beaucoup. Et un jour, je lui apporte des photos de structures à Bimini qui étaient sous les eaux. Et je lui dis, peut-être que ces structures font partie des anciennes légendes de Platon et de Socrate et des anciens. Peut-être que c'était l'Atlantide. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a répondu que c'était des blocs qui avaient été échappés par les Portugais. C'est ça la conscience objective des scientifiques. Et les scientifiques qui ont la capacité, qui ont le nez d'aller plus loin dans le domaine des choses, à ce moment-là, ils cessent d'être des scientifiques. Ils deviennent des parapsychologues. Ils deviennent des parapsychologues. Des marginaux de la science. Des marginaux de la science. Et ça, j'en connais. Amen. Donc, je respecte le fait que la science, parce que la science, elle protège l'humanité. Il y a beaucoup de charlatanisme dans le monde. Mais, d'un autre côté, le mot charlatanisme, c'est un terme qui n'est pas précis. Parce que vous pouvez aller voir une médium ou des gens qui font des choses comme ceci, comme les docteurs au couteau au Brésil ou les Philippines, ainsi de suite.
Et vous trouverez peut-être des individus qui seront charlatans dans ce sens qu'ils exploiteront des individus. Mais si vous regardez dans tout ce millimélo, vous verrez qu'il y a des individus qui sont réellement sincères, profondément sincères, qui peuvent être manipulés par les autres clans, mais eux sont sincères. Donc, pour moi, des charlatans, dans le fond, sur le plan de la phénoménologie psychique, ça n'existe pas. On peut devenir plombier, on peut devenir électricien, mais on ne devient pas médium. Vous comprenez? Bon. Donc, ils ont la vibration, ces gens, mais souvent, ils sont à cause de l'ignorance, souvent à cause de la pauvreté, et ainsi de suite. Souvent, ces gens sont pauvres, ils ont besoin d'aller se chercher quelques sous, et ainsi de suite. Donc, ils font des gaffes, ils font des erreurs, et si ça vient aux oreilles de la presse à ce moment-là, ça crée des problèmes. Et si ils sont réellement charlatans, c'est qu'ils ont été manipulés par l'astral. Donc, encore, le charlatanisme n'existe pas. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que derrière une manifestation charlatanesque, il y a toujours une manipulation astrale. Et un type qui est dans la science et qui éliminerait les cas charlatanesques purement astraux, et qui s'occuperait de découvrir des cas dans le monde qui sont dits charlatanesques, mais qui invitent à une phénoménologie, il découvrirait des choses extrêmement intéressantes. Mais ceci demande que l'individu ait un certain niveau d'évolution. Et les scientifiques ne sont pas tous des gens évolués. Les scientifiques ont beaucoup de mémoire. Ce n'est pas parce qu'un type a beaucoup de mémoire qu'il est évolué. Avoir de la mémoire, ça fait partie de son expérience humaine, de son karma. C'est son outil. Pour être évolué, il faut avoir de l'esprit. Moi, je n'ai pas beaucoup de mémoire, mais j'ai beaucoup d'esprit. J'ai moins de mémoire que la plupart des gens dans la salle. Si on me passait un test IQ à l'Université de Montréal aujourd'hui, je serais probablement considéré mongolien. Donc, mais si l'homme a de l'esprit, à ce moment-là, l'esprit, éventuellement, devient sa nouvelle mémoire. Ça devient une mémoire créative. Et si les scientifiques en plus, à ce moment-là, il peut réellement aider à soulever des voiles dans le domaine de la science. Et c'est ce qui se produira, c'est ce qui commence à se produire, mais c'est ce qui se produira au 21e siècle. Mais il se produira quelque chose de phénoménal dans le monde pour réellement briser l'échine de la science. L'échine de la science doit être brisée. Elle sera brisée lorsque la régence planétaire sera parfaitement fixée sur la planète. Autrement dit, lorsque la régence planétaire sera fixée sur la planète, il y aura, pour l'évidence de la science, de la communauté scientifique, une invitation à la manipulation de l'énergie par des êtres qui auront une conscience éthérique totalement développée. Et à ce moment-là, il y aura un très grand avancement rapide dans le domaine de la science. Mais d'ici à ce temps-là, les scientifiques font de leur mieux. Ils travaillent avec les méthodologies qui leur ont été appliquées, inspirées à l'université, dans les écoles. Et c'est bon parce qu'ils gardent au moins un cadre contre les extravagances psychiques. Si on me demandait aujourd'hui mon opinion concernant la valeur de protection de la science pure, ou la science psychologique, ou la psychiatrie, pour l'humanité. Quelle est la valeur de la protection en ce qui concerne l'astral? Je dirais, les scientifiques aujourd'hui, les psychiatres, les psychologues, les scientifiques qui travaillent dans les sciences pures ont avantage à garder l'œil ouvert pour protéger l'humanité, l'homme, jusqu'à ce que le pouvoir de l'homme intégral soit parfaitement établi sur la planète. Lorsque le pouvoir intégral de l'homme sera parfaitement établi sur la planète, à ce moment-là, la science pure, la psychologie, la psychiatrie, ces gens seront très intéressés et très ouverts à voir et à observer et à regarder ce qui se passera. Donc, nous n'avons pas à demander à la science aujourd'hui de s'ésotériser. La science, elle doit continuer comme elle est, elle doit protéger l'humanité parce que les forces astrales sont trop grandes, les individus sont trop naïfs, ceux qui se font
ceux qui se font manipuler psychiquement par l'astral, ou ceux qui tombent, comme vous dites, sur la tête et qui deviennent psychiques le lendemain, ainsi de suite. Ces êtres-là sont trop naïfs, ils n'ont pas encore la conscience de toutes les lois occultes du mental. Et tant que l'homme n'aura pas une conscience intégrale des lois occultes du mental, donc il ne pourra pas parfaitement connaître les lois occultes de l'astral, il est essentiel et nécessaire que la science demeure sur ses positions du 18e et 19e siècle. Mais la science, elle galope aussi et elle utilise un peu les découvertes faites en parapsychologie. Il y a aussi toute une branche technologique, scientifique de la parapsychologie, des appareils, etc. Et aujourd'hui, on parle de psychotronic war, la guerre psychotronique, où supposément Russes et Américains se bombardent déjà d'ondes de basse fréquence depuis 11 ans. Et tout cela aurait un danger réel pour l'avenir même de l'humanité. Au niveau des hormones, au niveau des cellules, etc., au niveau même de l'irritabilité que ça peut créer, des états dépressifs, de stress, même allant jusqu'au suicide. Oui, mais les guerres psychotroniques sont des guerres de haute technologie, ça fait partie... Nous avons parlé à la radio... Des guerres invisibles, ça. Nous avons parlé à la radio il y a des années, vous connaissez mon ami à Ottawa. Nous avons parlé à la radio, nous avons écrit des textes, pas moi, mais ces gens-là ont écrit des textes sur cette situation. Et les gouvernements ne sont pas intéressés. Et quand je parle des gouvernements, je parle des petits gens dans les gouvernements. En général, ce sont les petits gens dans les gouvernements qui runnent les gouvernements. Bon. Et ces gens-là, pour eux, psychotronic warfare, zero energy, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. C'est trop ésotérique, c'est too much. Donc, ça demeure quoi? Ça demeure la propriété des scientifiques qui font des investigations dans des petits laboratoires personnels, qui s'échangent des lettres d'amour, ainsi de suite. Bon. Mais effectivement, l'utilisation de ces vibrations, c'est très dangereux, mais ce n'est pas à l'échelle mondiale. Mais effectivement, les Américains et surtout les Russes recherchent dans ce domaine parce qu'ils savent très bien que les ondes du cerveau sont des ondes électromagnétiques et que ces ondes peuvent être interceptées, peuvent être neutralisées, peuvent être contrôlées. Ça, c'est un grand danger. Mais avant que cette science s'universalise, devienne réellement utilisée à une échelle très, très dangereuse, il y aura des interventions. Donc, nous n'avons pas à nous inquiéter trop. Il y a des enfants dans la salle ici qui sont venus parce qu'ils s'intéressent à la parapsychologie. Quels conseils leur donneriez-vous? Les individus qui s'intéressent à la psychologie, je les admire, je les respecte, parce que c'est un très grand domaine, c'est un beau domaine, la parapsychologie. Et je dis à ces individus, demeurez scientifiques, mais développez en même temps votre esprit. Pas simplement vos techniques et votre mémoire. Vous allez devenir blasé. Il n'y a rien de plus plate qu'un parapsychologue mécaniste. Mais si vous devenez des parapsychologues et que vous utilisez la méthodologie pour étudier d'une façon scientifique le phénomène, très bien, mais gardez toujours l'esprit, parce que l'esprit c'est infini. L'esprit va vous amener à peut-être rencontrer des hommes qui ne sont pas parapsychologues, mais des hommes qui ont une connaissance de l'invisible, qui ont connaissance du phénomène qui vous intéresse d'une façon très avancée, et peut-être éventuellement vous pourrez appliquer votre technologie à des domaines, à des principes plus avancés, ainsi de suite. Donc, si vous gardez votre esprit ouvert, vous deviendrez des parapsychologues créatifs au lieu des nullités pseudo-scientifiques. Donc on s'intéresse à la parapsychologie dans le but de démystifier en fait l'inexplicable, mais pas par goût de sensationnalisme ou fascination. Il faut démystifier l'inexplicable, ça c'est très bien, mais il ne faut pas perdre conscience que l'invisible est très vaste. Donc il y aura pour nous, pendant tant de générations, beaucoup d'inexplicables. Tant que nous serons obligés de passer par la technique mécaniste pour expliquer l'invisible, c'est évident qu'il y aura beaucoup de choses qui deviendront difficilement explicables parce qu'il y a des échelles de lumière, il y a des fréquences, il y a des vibrations qui sont tellement élevées que la science ne peut pas travailler avec ça aujourd'hui. Donc nous sommes obligés pour investiguer ces mondes de nous dédoubler éthériquement pour aller investiguer ces mondes. Avec le temps, nous ramènerons cette information sur le plan matériel, nous travaillerons, nous développerons des technologies. Mais en attendant, le parapsychologue ne doit pas se fermer l'esprit. Et d'un autre côté, il doit faire attention à ne pas se laisser spiritualiser dans la transformation mentale de l'ego.
Le problème avec les gens qui regardent un peu plus loin, et ça c'est mondial, là. Les gens qui regardent un peu plus loin, au-delà des conventions, au-delà des cadres de la connaissance occidentale ou acceptée, le problème c'est qu'aussitôt qu'ils entrent dans l'ésotérisme, les sciences un peu marginales, ils se spiritualisent et éventuellement ils perdent leur intérêt dans la science. Ils perdent leur intérêt dans l'aspect matériel. L'homme est un être qui est fait de 7 plans et ces plans doivent s'intégrer. L'homme ne doit pas perdre sa conscience matérielle, il doit élever sa conscience matérielle. S'il perd sa conscience matérielle, il astralise sa conscience, il se spiritualise, il devient vampirisé par l'astral, il deviendra extrêmement vampirisé par l'astral, et s'il est moindrement débalancé au niveau du corps astral, il peut devenir possédé par l'astral. Donc, l'astral aujourd'hui joue un jeu extrêmement serré contre les forces nouvelles qui viennent sur la planète. Moi, je le sais, je suis dans le milieu de cette confrontation. Donc, l'astral joue un jeu très serré contre nous, les hommes, et nous devons avoir constamment une intelligence au-delà et au-dessus des désincarnés qui manipulent psychiquement les centres de l'homme et ses énergies. Et l'outil le plus utilisé par ces forces, chez l'homme qui se conscientise, chez l'homme qui passe de l'involution à l'évolution, c'est la spiritualité. La spiritualité, c'est bon ça pour les hommes dans le monde, les peuples qui ont besoin d'un support moral et qui vivent leur spiritualité à l'intérieur d'un cadre. Vous vivez votre spiritualité à l'intérieur de la religion chrétienne, vous vivez votre spiritualité à l'intérieur de la religion protestante, whatever. À ce moment-là, votre spiritualité est stabilisée. Les forces astrales n'ont pas de pouvoir sur vous parce que il y a tout un système là de symbologie que vous utilisez tous les jours pour vous supporter moralement. Vous avez les prières, ainsi de suite. Ça, c'est bon. Mais aussitôt que vous sortez des églises, que vous sortez des religions et que vous allez dans le désert de l'expérience occulte, à ce moment-là, vous perdez votre protection. Donc, vous vous spiritualisez occultement, les centres s'ouvrent, la médiumnité se développe, le contact avec les plans se fond, l'utilisation du mensonge cosmique commence, et là, c'est là que l'homme commence à perdre son identité, et il est là le grand danger. C'est pourquoi, d'ailleurs, dans mon livre que je vais publier au début de 88, je fais une introduction générale. Parce que mon premier livre, ce sera une introduction générale. Il est épais, le livre, mais ce sera une introduction générale pour que les hommes puissent avoir une idée de ce que je veux dire. Et ensuite, j'irai plus profondément dans le deuxième, le troisième, jusqu'au septième. Mais le premier sera général. Donc, les hommes qui n'ont pas de formation occulte pourront goûter un peu, avoir une idée un peu de ce qui se passe dans le visible sans aller dans les détails. Mais ils auront une idée créative de ce qui se passe dans l'invisible et comment l'invisible astral travaille subliminalement avec l'homme et comment il peut le manipuler d'une façon absolument extraordinaire. Il est là le danger. Donc un parapsychologue ne doit pas perdre sa vocation de parapsychologue. Il peut ouvrir, garder l'esprit ouvert, mais toujours être bien équilibré. Mais ne jamais fermer son esprit parce que l'invisible c'est très vaste et la science de l'avenir ouvrira l'invisible. Les hommes de demain pourront se dédoubler à volonté au niveau du corps éthérique. Ils n'utiliseront jamais le corps astral. Ils se dédoubleront à volonté, ils rencontreront des hommes sur le même plan vibratoire qu'eux, ils reviendront à la matière, ils ramèneront des sciences sur la Terre. Ce sera une évolution extrêmement rapide et les connaissances que l'homme découvrira au cours de son évolution prochaine mystifieront la science de lui. Merci infiniment. On fait une pause d'une demi-heure.